Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons commencer donc, une série de cours cette année sur l'écoulement dans le manteau et comment on peut avoir des informations sur cet écoulement à partir de l'anisotropie sismique. Donc, je me présente, mon nom est Barbara Romanovich, je suis comme spécialité sismologue et je travaille surtout sur l'imagerie de l'intérieur de la Terre. Donc, ce sujet est assez proche de mes intérêts de recherche. Alors, d'abord, je voudrais faire un peu la publicité. Donc, il va y avoir 6 séances de cours d'1 heure et demie. Et à la fin, il y aura un colloque, les 1er et 2 décembre 2016, ici, dans cette salle, donc toute la journée, sur le même sujet, donc l'écoulement dans le manteau ou dans la terre profonde. Et bon, ce colloque sera en anglais et nous avons réussi à réunir, je fais ça en collaboration avec mon collègue Patrick Cordier de l'Université de Lille, nous avons rassemblé un certain nombre de collègues de disciplines différentes qui s'intéressent tous à ce sujet. Pour ce qui est du cours, donc voici surtout un calendrier qui est un petit peu irrégulier, c'est-à-dire que nous avons cours aujourd'hui, ensuite il n'y a pas cours la semaine prochaine, et ça reprendra le 18 et le 25 octobre, ensuite encore une interruption à cause du 1er novembre, et donc les 3 derniers cours seront en novembre, le 8, le 15 et le 22, donc de 16h à 17h30. Et donc, en gros, le plan du cours, c'est aujourd'hui, je vais faire une introduction générale au concept et rappeler un peu ce qu'on sait sur l'intérieur de la Terre de manière générale pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup. Donc ensuite, je vais consacrer 2 séances au manteau supérieur parce que les processus à l'intérieur de la Terre sont beaucoup mieux connus dans les premiers 700 km de profondeur de la Terre et quand on s'enfonce plus profond, c'est plus incertain. Et donc, les approches sont un peu différentes. Et donc, les deux cours suivants seront consacrés au manteau inférieur, qui n'est pas moins intéressant, mais un peu plus loin de nous. Et ensuite, le dernier cours, je pense le consacrer à comment relier toutes les informations dans une approche multidisciplinaire pour apprendre un peu plus ou comprendre mieux la dynamique du manteau entier. Alors, on commence bien sûr par rappeler l'existence de la tectonique des plaques. Donc ici, la dérive des continents, donc, telle qu'elle avait été conçue ou présentée par Wegener il y a un siècle, 1915. Sa théorie, son traité sur la tectonique des plaques date de 1915. Et donc, à l'époque, on ne voyait pas comment ça pouvait marcher. Mais depuis, avec les progrès d'abord de la mécanique des fluides, puis les découvertes des anomalies magnétiques dans les années 60, on a peu à peu élaboré la théorie de la tectonique des plaques et surtout compris le mécanisme général qui donc provoque le mouvement des plaques et qui, de manière très schématique, est celui d'une convection dans le manteau de la Terre. Donc le manteau de la Terre est formé de roches qui, dans les temps courts, sont très rigides, mais sur des temps longs, elles peuvent se déformer et former des écoulements. Donc l'idée, c'est que la Terre évacue la chaleur qui provient de sa formation d'origine et aussi la chaleur qui est engendrée à l'intérieur même du manteau et surtout du manteau, mais aussi peut-être du noyau par les éléments radioactifs. Et donc
une bonne façon, une façon très efficace d'évacuer la chaleur est la convection, comme quand on chauffe un fluide par le bas et donc on le refroidit par le haut. Et lorsqu'on met un bouchon, donc des plaques, à la surface, ce bouchon va être affecté par ces mouvements de convection et va donc se déplacer à la surface. Donc les plaques sont en moyenne ont une épaisseur d'environ 80 km et on sait qu'on en a une vingtaine. Qui couvre la Terre. Et la déformation dans la théorie des plaques classiques est limitée aux bordures des plaques, donc dans cette lithosphère qui en forme la partie superficielle. Ici, on voit la comparaison entre un schéma montrant les plaques principales à la surface de la Terre et la topographie sur la Terre, en particulier la topographie des fonds océaniques, avec les chaînes de montagnes, les dorsales au milieu des océans, et bien sûr qui donc reflètent les bordures des plaques. Et donc on distingue un certain nombre de types d'interactions entre les plaques. Là où se forme la nouvelle lithosphère sur les dorsales, principalement au fond des océans, là où les plaques sont recyclées dans l'intérieur du manteau, dans ce qu'on appelle les zones de subduction, principalement à l'ouest du Pacifique et sous l'Amérique du Sud. Et enfin, la troisième interaction au premier ordre, donc classique, entre les plaques, c'est ce qu'on voit le long de la faille de San Andreas, par exemple en Californie, où deux plaques coulissent l'une le long de l'autre, donc sur des mouvements horizontaux. Dans la théorie des tectoniques des plaques, on a des plaques rigides à l'intérieur des plaques et la déformation est limitée aux bordures. Cette déformation est marquée en particulier par les séismes. Ici, on voit donc la carte que j'ai déjà montrée et la carte de distribution globale des séismes sur une dizaine d'années, où on voit se délimiter, donc la localisation des séismes illumine les bordures des plaques. Ici, les couleurs indiquent la profondeur des séismes. La plupart sont dans des profondeurs superficielles, de 0 à 30 km de profondeur. C'est là où les plaques cassent, les plaques se comportent de manière rigide. Et les couleurs vert et rouge indiquent les séismes plus profonds qui se produisent le long des zones de subduction, donc en profondeur. La profondeur maximale des séismes connus, ou détectés jusqu'à l'heure actuelle, est de l'ordre de 680 km de profondeur. Et bien sûr, c'est le long de ces plaques, des bordures de plaques, qu'ont lieu les séismes les plus importants, et en particulier les séismes dévastateurs dont on entend parler dans la presse. Il y a aussi le volcanisme qui illumine les bordures de plaques dans les zones de subduction, le long des dorsales océaniques, donc sous-marines. Et par contre, l'intérieur des plaques est beaucoup moins affecté par le volcanisme. Et les seuls volcans qu'on y observe, tels que Hawaï, le volcan de Hawaï, le plus célèbre, en milieu de plaques, ne rentrent pas dans la théorie au premier ordre de la tectonique des plaques. Et il faut invoquer d'autres phénomènes, tels que l'existence de panaches mantéliques fixes par rapport au mouvement des plaques, pour les expliquer. Donc la déformation, elle est très visible en surface. Ici, c'est un zoom sur la région de l'Eurasie pour montrer dans la topographie la marque d'une déformation très importante. Et en particulier ici, on voit la déformation sur le front de l'Himalaya, avec derrière le Tibet, qui est le haut plateau le plus haut du monde. Et on voit déjà sur cette carte de topographie la marque de l'Inde qui se déplace et va se heurter contre l'Eurasie et par là même va créer une grande déformation avec une extrusion vers l'est de la croûte tibétaine.
Donc, si on regarde juste cette région-là de la Terre et qu'on fait un schéma, on voit que depuis 50 millions d'années, l'Inde, la plaque indienne est venue en collision avec la plaque d'Eurasie, et comme elle continue à avancer, c'est la plaque eurasique qui est moins résistante, qui va se déformer, et en particulier le long de grandes failles décrochantes, qui sont indiquées ici par les flèches, mais aussi avec de la déformation interne. Et c'est d'ailleurs un sujet de débat depuis au moins 30 ans. Quel est le régime principal de déformation dans cette région? Est-ce que ce sont les failles, donc une déformation très localisée le long des failles, ou bien est-ce que c'est une déformation diffuse dans l'intérieur du plateau tibétain qui affecterait toute la croûte et éventuellement la lithosphère? Donc ça, c'est encore un débat ouvert, mais on voit que les failles certainement jouent un grand rôle dans cette déformation. La déformation est aussi visible dans les dorsales océaniques. Ici, c'est dans les dorsales. Ici, c'est un des rares exemples de dorsales qui n'est pas au fond de l'océan, donc dans le rift est-africain, où ici une photographie montrant l'intense déformation avec en fait, ce sont des failles qui indiquent l'ouverture, qui indiquent l'écartement des deux côtés des deux plaques. Et ceci est une coupe verticale montrant une image tomographique, donc de sismologie tomographique, qui indique une zone relativement étroite, donc qui s'étend à assez grande profondeur, où les vitesses sismiques sont plus lentes que la moyenne. En rouge, en général, notre convention, la convention générale en tomographie sismique globale, c'est que quand les vitesses sismiques sont plus lentes, on les indique en rouge, c'est parce qu'on les interprète en premier ordre en termes de température. Donc ici, au premier ordre, on pourrait dire que les températures sont plus chaudes que loin de cette dorsale, et ça indique le cheminement du magma qui remonte pour former la croûte nouvelle, donc le long de cette dorsale. La déformation est aussi très claire dans les zones de subduction. Ici, en haut, c'est une image de sismique réfraction, donc une technique de sismique pour illuminer les structures internes près de la surface, en utilisant des sources artificielles et un très grand nombre de capteurs pour capter les ondes sismiques. Et on voit ici, c'est donc au Japon, on voit donc la plaque qui se déforme et qui plonge dans la fosse du Japon. Et ceci, c'est une interprétation de ces observations, donc montrant un peu la géométrie de ces déformations, surtout très intenses ici, à l'endroit où la plaque plonge dans le... Enfin, je voulais montrer un exemple le long de failles décrochantes. Donc ici, la faille de San Andreas, on la voit ici le long de cette ligne. C'est en Californie du Sud, dans la plaine de Carrizo, et on voit l'effet du déplacement des deux bords de la plaque au cours de millions d'années. On voit ici un cours d'eau qui a été déplacé au cours des temps géologiques. Il a commencé par être donc coulé tout droit, mais est arrivé une zone dont la topographie était plus haute et qui a obligé donc ce cours d'eau à couler le long de la faille avant de repartir de l'autre côté. La déformation est aussi visible donc ici quand on regarde de près des coupes où on voit les couches géologiques différentes, on voit ces alignements qui marquent une déformation intense. Alors qu'est-ce qui se passe? Revenons un peu à la physique, à l'intérieur de la Terre. Quels sont les processus
Nous allons en fait ici dans ce cours nous intéresser surtout à ce qui se passe aux grandes profondeurs. Je vais laisser de côté les déformations cassantes de la lithosphère pour m'intéresser à ce qui se passe à des profondeurs plus grandes. Donc à partir d'un certain niveau de profondeur, les roches ne vont plus casser, mais elles vont s'écouler. Et donc je voulais faire un petit peu un rappel ou une petite introduction à ce qui se passe. Quand on s'enfonce dans la Terre, la température augmente et la pression augmente. Et donc le comportement des matériaux, le comportement des roches va changer, de même que change le comportement, par exemple ici du verre. Ici, à température et pression ambiante, une barre de verre va se casser si on applique les forces sur les deux bords. Par contre, si on chauffe la barre de fer, donc à plus haute température, cette barre va se déformer sans casser. Donc, c'est propriétés très différentes de comportement de déformation. Ceci est aussi visible dans les roches. Ici, on voit un effet de déformation sous torsion d'un marbre, et on voit cette déformation non cassante apparaître dans cette barre de marbre. Donc il y a la température, mais il y a aussi la pression. Et suivant que la pression ambiante est une pression faible, donc la pression ambiante, si on soumet un échantillon à des forces de compression par le haut et le bas à pression ambiante, cet échantillon va se déformer, mais il va casser. Il va se former des fractures qui vont donc absorber les forces et donc cette déformation cassante. Par contre, si la pression ambiante est plus élevée, donc si on met l'échantillon dans un four avec à pression élevée, il ne va pas casser, mais il va se déformer de manière, encore une fois, plus plastique. Donc en fait, on peut distinguer différents régimes. On peut distinguer ici, si on regarde la déformation qu'on note en général par la lettre grecque epsilon, en fonction de la contrainte, donc de la force appliquée. Sigma, la contrainte, c'est la force par unité de surface. On a d'abord un régime qu'on appelle le régime élastique, où la déformation, tiens, mon truc, ça ne marche pas très bien, il est en train de... je ne sais pas si je peux avoir un autre pointeur, mais je crois que celui-ci va bientôt s'éteindre. Donc une déformation élastique, où la déformation est proportionnelle à la contrainte. C'est le régime linéaire. Et à partir d'une certaine limite, cette déformation donc linéaire, où quand on enlève la contrainte, la déformation revient au point initial, donc on enlève la déformation. Par contre, au-delà de cette limite élastique, la déformation est permanente, et donc c'est une déformation plastique où la déformation est plus grande que dans le cas élastique à niveau de contrainte similaire. Et enfin, on a la fracture qui peut se passer plus ou moins loin dans ce schéma de déformation. Et donc là, on va distinguer où on observe ceci. Dans ce qui va nous intéresser dans notre cours ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la propagation des ondes sismiques va créer des déformations infinitésimales à l'intérieur de la Terre au moment du passage des ondes sismiques, et qui est très bien représentée par la théorie de l'élasticité, donc la théorie où les contraintes sont proportionnelles aux déformations. Et donc ici, schématiquement, on va pouvoir définir une quantité qui va nous renseigner sur combien de déformations on a pour une contrainte donnée, donc des paramètres élastiques.
En 1D, c'est juste en une dimension. Si vous déformez juste le long d'un axe, c'est une seule constante. En 1D, alors je veux quand même introduire les déformations. Ce qu'on appelle une déformation, c'est en une dimension, c'est le rapport entre le changement de longueur sur la longueur. C'est donc une quantité sans dimension. Par contre, la contrainte, c'est une force divisée par une surface. Et donc, en une dimension, c'est une seule constante. En plusieurs dimensions, nous allons voir que ça devient un tenseur. Et donc, la déformation des roches du manteau, elle qui va être dans le domaine donc, de fluage ductile. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt, la déformation va dépendre du temps. Et donc, ce qu'on va utiliser, c'est non pas la déformation elle-même, mais sa dérivée par rapport au temps, qui est indiquée par un point. Le point, c'est un symbole pour indiquer le d epsilon sur dt. Et ce rapport va s'appeler la viscosité. Cette viscosité peut ou peut ne pas être constante. En tout cas, on peut la définir comme une viscosité effective. Et donc, on va vraiment, ce sont ces deux quantités ou ces deux régimes qui vont nous intéresser, puisqu'on va s'intéresser aux effets des ondes de propagation des ondes sismiques, et en particulier de la propriété d'anisotropie, et on va essayer de le rallier à la déformation des roches du manteau et donc à la dynamique, à la façon dont se passe l'écoulement à l'intérieur du manteau. Donc cette déformation visqueuse et viscoélastique, encore une fois, déformation élastique dans les solides, c'est valable dans le cas des contraintes faibles et des temps courts, donc justement le passage des ondes sismiques dans un échantillon de roche à l'intérieur de la Terre. La déformation est instantanée et une fois la déformation est passée, une fois la contrainte passée, la déformation est annulée. Voilà, donc c'est le cas des ondes sismiques. La roche revient à son état et à sa forme initiale. Et cette situation-là est régie par ce qu'on appelle la loi de Hooke. Les déformations sont proportionnelles aux contraintes. Et donc, on définit des constantes élastiques donc, qui relient les déformations epsilon aux contraintes sigma. Et donc, en 1D, on vient de voir, les contraintes, c'est le changement relatif de la longueur, de la dimension, et en 3 dimensions, donc la dimension qui nous intéresse à l'intérieur de la Terre, c'est plus compliqué, parce que maintenant, les déformations, il faut les définir en 3 dimensions, et donc c'est un tenseur, ou une matrice si vous préférez, avec 3 sur 3, représentant les 3 dimensions. De même, les forces, les contraintes sont aussi un tenseur de 3 dimensions, et donc elles sont reliées par une relation où il y a un grand nombre de constantes qu'on appelle C, I, J, K, L. Et ici, j'introduis une notation qu'on va peut-être revoir, pour laquelle, à chaque fois, donc sigma IJ, I peut prendre la valeur 1, 2, 3, J peut prendre la valeur 1, 2, 3, et elle est reliée à la somme des produits des C par les contraintes. Et à chaque fois qu'on rencontre le même... Est-ce que je peux avoir un autre pointeur, s'il vous plaît? À chaque fois qu'on rencontre les mêmes indices, ici K et L, on somme. Donc ici, ça va être la somme des CIJ 1,1 epsilon 1,1 plus CIJ 1,2 epsilon 1,2, etc. sur tous les indices 1, 2, 3. Merci bien. C'est donc une façon raccourcie d'écrire une somme, une combinaison linéaire. L'idée, c'est que c'est une combinaison linéaire de toutes les contraintes. Et là, donc, vous avez 4 indices. Donc, chacun peut varier 1, 2, 3. Donc, en principe, ça vous fait 81 constantes dans le cas 3D. En fait, donc, on dit que les contraintes et les déformations sont des tenseurs d'ordre 2 et le C, c'est un tenseur d'ordre 4. Mais à cause des différentes symétries
parce que certaines contraintes sont les mêmes que les autres, hein, sigma ij égale sigma ji, de même epsilon kl égale epsilon lk, et d'autres considérations. Il n'y a en fait que, heureusement, que 21 constantes indépendantes à déterminer. Ces constantes élastiques donc, sont des propriétés de la matière, qui sont les propriétés qui nous intéressent. Vous vous rendez bien compte que même 21 constantes sur l'ensemble du manteau de la Terre, c'est un problème extrêmement difficile à résoudre, sachant que nos observations sont à la surface de la Terre et qu'on ne peut pas aller très profond voir ce qui s'y passe. Donc on a déjà là ici un challenge, un défi, qui est le grand nombre de constantes dans le cas général qu'il faudrait déterminer. Bon, là je note que l'unité pour les contraintes, c'est le pascal, hein, force par unité de surface, et pour les déformations, il n'y a pas d'unité, c'est un terme sans unité. Donc, pour les ondes sismiques, on aura une relation linéaire entre les déformations et les contraintes. Les contraintes sont une combinaison linéaire des déformations avec ces constantes qui sont des constantes caractéristiques du matériau. Par contre, si on applique des contraintes fortes ou des contraintes faibles pendant un temps long, comme ça sera le cas dans le manteau profond, la déformation est graduelle, la roche ne revient pas à son état initial et la déformation dépend du temps. C'est donc le cas de la convection dans le manteau terrestre, la déformation de la lithosphère aussi. Et là, donc, la quantité, c'est la viscosité. Tiens, maintenant, il y a un facteur 2 ici, ce n'est pas très important. Et les unités de viscosité, ça va être des pascals secondes. Cette viscosité sera constante uniquement dans certains cas, et ce sera le cas qu'on appelle le fluide newtonien. Et les lois de fluage seront donc les lois qui vont nous permettre de relier les contraintes aux dérivées du temps par rapport au temps des déformations. Et ça, il y a différents régimes où, par exemple, donc ici on a un exemple, la relation générale qu'on peut écrire, qui est en partie empirique. On écrit donc la variation avec le temps de la déformation et le produit de plusieurs effets. Donc il y a la contrainte à une certaine puissance n, si n égale 1, c'est le cas du fluide newtonien, donc proportionnel ici, et donc la viscosité, elle va dépendre de la température, mais à une température donnée, elle sera constante, et une pression donnée. Ensuite, il y a un effet de la taille des grains, hein, parce qu'il va falloir regarder de manière un peu microscopique à ce qui se passe en détail au niveau des roches. Et il y a un effet aussi de la pression et de la température qui est capturé ici, qui est exprimé par cette loi d'Arrhenius. Donc ici, température, pression, ça c'est ce qu'on appelle le volume d'activation et l'énergie d'activation. Et ensuite, une constante de proportionnalité, D, c'est la taille des grains. Et donc on verra qu'il y a différents régimes. Un régime de dislocation où cette loi de fluage ne dépend pas de la taille des grains, hein, m égale 0, donc ce terme-là s'en va, et au contraire, un régime de la diffusion où, au contraire, l'exposant ici pour les contraintes est de 1, mais par contre, la taille des grains est importante. Et donc, il y a une autre notion qu'on peut introduire, c'est le temps de Maxwell, qui détermine, c'est un temps caractéristique qui détermine le comportement, qui est en général donc, dépend de la façon dont on a appliqué les contraintes, et ça va être le rapport entre la viscosité et le module élastique. Et il y a un grand nombre de modèles, on reverra certains d'entre eux. On les représente en général sous la forme d'éléments, un élément élastique, ici c'est donc un ressort, donc avec sa constante élastique, et un élément donc visqueux, ici est représenté par sa viscosité, et suivant qu'on les met en parallèle ou en série, les effets vont être différents.
Il y a des modèles plus compliqués, celui-ci semble être favori pour l'intérieur de la Terre, au moins certaines régions, où on a à la fois un élément de caving volt et ensuite un élément de Maxwell en série. Et donc, vous pouvez imaginer que ça va donner beaucoup de degrés de liberté dans la façon dont on va calculer ou représenter les déformations en fonction des contraintes. Et donc, que dans l'intérieur de la Terre, on va sans doute avoir différents régimes dans différents domaines de profondeur en particulier, dans différents domaines de pression et différents domaines de température. Alors, pour un peu vous donner une idée des échelles de temps, ici, j'ai représenté en fonction du temps, donc sur une échelle logarithmique, hein, en secondes, ici 1 seconde jusqu'à 10 puissance 16 secondes, les domaines qui sont donc appropriés pour différents types d'observations et de déformations. Donc les ondes sismiques, c'est les secondes, les minutes. Jusqu'à l'heure, la vibration fondamentale, donc le mode fondamental de vibration de la Terre, c'est 54 minutes, hein, donc presque 1 heure. Ensuite, on a le domaine des marées, qui sont bien sûr des quelques heures, les 12 heures, 24 heures, etc. 6 heures, 12 heures, 24 heures. Et un domaine, donc ensuite, quand on passe à des échelles de temps plus longues, c'est le temps de ce qu'on appelle la relaxation post-sismique. Après un tremblement de terre, au début, vous avez un déplacement très rapide des deux bords de la faille, mais on observe, en particulier maintenant avec les méthodes très performantes utilisant le GPS, qu'il y a ensuite une relaxation, la déformation continue, mais de manière sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, qui peut se continuer donc, dans la région de la faille. Ensuite, on a donc des régimes, le régime donc, à beaucoup plus longue échelle, celui du rebond postglaciaire qui se mesure en milliers d'années, et enfin le régime de la convection mantélique qui, lui, se mesure en millions d'années. Donc on a quand même une échelle énorme, et, enfin une échelle de très grande variation. On passe de l'élastique au visqueux, des ondes sismiques et de leurs effets sur les roches, et de ce qu'on peut en déduire, jusqu'au régime de la convection, qui est ce qui nous intéresse d'étudier. Alors, voyons maintenant un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, quelles sont nos connaissances générales. Donc, au premier ordre, la Terre est formée de couches concentriques sphériques, et donc un manteau rocheux, un noyau de fer principalement, avec un noyau externe liquide et une graine solide, et bien sûr près de la surface des couches fines, la croûte, et on va distinguer le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ici, dans ce cours, on va s'intéresser à ce qui se passe essentiellement en dessous de la lithosphère et jusqu'à la limite noyau-manteau. On n'a pas le temps de s'intéresser à ce qui se passe dans le noyau, dans la graine, mais c'est aussi des sujets intéressants. Alors, je voulais vous montrer quand même que Jules Verne avait beaucoup d'intuition. Donc, comment se défend, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, si vous vous souvenez, dans donc son voyage à l'intérieur de la Terre, il dit « Je m'imaginais voyager à travers un diamant ». Donc, il imaginait qu'il y avait un diamant à l'intérieur de la Terre, et ce n'est pas si loin de la réalité. Il y a des diamants dans la Terre, il n'y a pas que des diamants, il n'y en a pas beaucoup, mais disons, les roches sont formées de cristaux, et ça va être important pour nos études. Alors après, donc ici, un peu remarque philosophique sur la science. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elle mène peu à peu à la vérité. Mais je voulais aussi le montrer qu'ici, il parlait de la profondeur de 35 lieues. 35 lieues, ça fait environ 100 km de profondeur, je crois. Et donc, il pensait qu'on pouvait voyager jusqu'à 100 km de profondeur. La réalité est malheureusement tout autre, puisque le puits le plus profond foré jusqu'à l'heure actuelle atteint à peine
12,3 km de profondeur. Et donc, par rapport au rayon de la Terre et même à l'épaisseur du manteau qui est de 2900 km, c'est quand même une couche très fine. Et donc, pour étudier ce qui se passe en dessous, on doit faire appel à des méthodes indirectes. On ne peut pas aller voir ça directement. Donc, il y a très peu d'observations directes. Les méthodes indirectes, donc c'est l'imagerie sismique, couplée avec l'étude de nature et des propriétés de déformation des minéraux du manteau, les modélisations géodynamiques et aussi les informations que l'on peut avoir par l'étude donc essentiellement donc à partir des observations de l'espace à l'heure actuelle, mais pas seulement, donc de gravité et de géodésie qui va nous renseigner sur la viscosité. Donc, pour ce qui est des observations directes, je vous ai déjà montré la déformation le long de la faille de San Andreas. Directement, on a des informations sur les premiers 10 km de profondeur. Pour les profondeurs plus profondes, dans les zones de montagne, on a parfois des affleurements de roches qui ont été à grande profondeur, peut-être des dizaines de kilomètres jusqu'à centaines de kilomètres, mais peut-être même pas, que l'on peut parfois observer donc avec des affleurements. Mais dès qu'on s'enfonce à plus de quelques dizaines de kilomètres, on a très peu de roches, très peu d'échantillons. L'essentiel des échantillons nous viennent par les sources de magma, aussi bien dans les océans que dans les continents. Dans les continents, c'est dans les zones de kimberlite et les formations de zénolite. Alors, comment on connaît la composition de l'intérieur de la Terre? On la connaît grâce aux informations sur les constituants principaux du système solaire, puisque la Terre fait partie du système solaire. Donc, les informations provenant des météorites qu'on ramasse sur la Terre et aussi sur la nucléosynthèse. Les observations à la surface, j'ai donc dit les zénolithes qui apportent des informations sur les premiers quelques centaines de kilomètres de profondeur, mais dans des endroits très particuliers et très rares, les sources de magma. Et à l'intérieur de la Terre, on est donc réduit à étudier les propriétés physiques, donc de manière indirecte. Et donc, bien sûr, ce que je l'ai déjà dit, il faut bien marquer que notre planète est très différenciée avec donc, les couches intersolides, hydrosphère et l'espace, et à l'intérieur, croûte, manteau et noyau. Donc, les abondances, donc les quantités d'éléments chimiques principaux donc, dans notre système solaire, c'est bien sûr l'hélium et l'hydrogène avant tout, mais au point de vue des éléments qui vont constituer le manteau de la Terre, ce sont ces 4 éléments, le magnésium, MgSi, Fe et l'oxygène, avec ensuite un certain nombre d'éléments, mais en bien moins grande quantité. Et ces éléments vont donc former des minéraux qu'on va pouvoir étudier. Donc la sismologie, donc l'imagerie, donc c'est, je voulais simplement rappeler que quand les ondes sismiques engendrées par un séisme vont se propager à l'intérieur de la Terre, elles vont être récupérées par des senseurs, par des capteurs, des stations sismiques situées tout autour de la Terre. Et c'est la série de ces ondes qui ont interagi avec les couches différentes à l'intérieur du manteau ici, mais aussi parfois du noyau. Ici, ce sont des ondes seulement qui restent dans le manteau, dans cette animation. Et donc, on va pouvoir, de ces enregistrements, de cette suite d'ondes sismiques, on va pouvoir en mesurer principalement, mais pas seulement, les temps de propagation. Et les temps de propagation vont pouvoir être rétroprojetés par des méthodes inverses aux vitesses sismiques. Et ces vitesses sismiques, donc vitesses élastiques ou propriétés locales des roches à l'intérieur du manteau. Ces vitesses sismiques
sont de l'ordre de quelques kilomètres par seconde dans l'intérieur de la Terre. Et donc je vous rappelle qu'il y a plusieurs types d'ondes sismiques, les ondes de compression qu'on appelle les ondes P et les ondes de cisaillement qu'on appelle les ondes S. Il y en a qui traversent la Terre dans leur volume, qu'on appelle les ondes de volume, et il y en a qui se propagent le long de la surface de la Terre avec une énergie qui décroît avec la profondeur, qu'on appelle les ondes de surface. Et donc ces ondes sismiques vont se propager à des vitesses différentes suivant la nature du milieu et la température. Et donc en mesurant les temps et en rétroprojetant ceci, on va pouvoir être renseigné sur la nature du milieu et la température. Voilà. Alors je voulais quand même montrer qu'il y a aussi les vibrations propres. Quand on a des enregistrements très longs, de très forts tremblements de terre, ici sur 15 heures, on voit à une station donnée, donc ici on a un séisme et une station, on voit les ondes qui se sont propagées dans une direction et les ondes qui se sont propagées dans l'autre, qui successivement arrivent à la station et sont enregistrées. Ce sont ces arrivées d'énergie qui décroissent avec le temps parce que la Terre n'est pas parfaitement élastique. Si la Terre était parfaitement élastique, on verrait cette énergie continuer et on serait bien ennuyé parce qu'on serait tout le temps en train de vibrer à cause de tous les séismes qui se produisent à la surface de la Terre. Mais donc, là, pour retenir, on peut prendre, ça c'est une vision dans le temps, donc d'ondes progressives qui font tout le tour de la Terre dans tous les sens. Et quand on passe à l'espace des fréquences, on prend ce qu'on appelle un spectre de cet enregistrement, on voit des pics. Ici, c'est un spectre, donc la fréquence ici, c'est des millihertz, donc des millisecondes moins 1, entre 0,2 et 1 millihertz pour le plus fort séisme enregistré de manière moderne, qui est celui de Sumatra de 2004, magnitude 9,2. Et on voit apparaître ces pics à des fréquences particulières. Ce sont les pics des vibrations propres de la Terre, donc des pics de vibrations caractéristiques de la Terre, qui vont aussi nous renseigner sur la fréquence de ces vibrations et caractéristiques de la Terre dans son ensemble, comme quand on fait sonner une cloche, le son de la cloche dépend de la forme de la cloche, de sa taille et du matériau dont elle est constituée. Et donc, on va pouvoir, c'est très important pour la détermination des structures moyennes de l'intérieur de la Terre. Ces vibrations sont sensibles à la fois aux paramètres élastiques donc, et à la densité interne. Donc ici, une petite animation pour montrer certains, donc ils sont quantifiés, on leur donne des noms suivant le type de mouvement à l'intérieur et à la surface de la Terre. Il y a des points fixes, ce sont des vibrations propres, et suivant comment ici c'est celui il y a des déformations que radiales, on appelle 0S0, donc le mode le ballon, et ici celui-ci c'est 0S2 qui se déforme comme un ballon de rugby en fait en français, voilà, etc. Donc un peu historiquement, avant le développement de la sismologie, on avait quelques notions sur l'intérieur de la Terre, mais en fait on savait qu'il y avait un manteau et un noyau. Ce noyau, on a su autour de 1910 grâce à la sismologie qu'il était en grande partie liquide, et on a pu ensuite combiner les informations de la sismologie avec l'étude des matériaux, donc à haute pression et haute température, avec le développement de l'instrumentation pour étudier les roches à haute pression et haute température. Et donc, à partir des années 80, donc déjà plus de 30 ans, on a une bonne idée de la structure élastique de la Terre, donc à partir de la sismologie. Donc ici, en fonction de la profondeur, donc de la surface au centre de la Terre, les trois paramètres moyens élastiques, qui est donc les deux vitesses sismiques, la vitesse des ondes de compression et la vitesse des ondes de cisaillement, et on y ajoute la densité, qui est aussi un paramètre important pour retourner aux constantes élastiques, pour avoir accès aux constantes élastiques. Et on peut ensuite donc confronter ça aux propriétés des matériaux
pour avoir une idée des constituants principaux dans les différentes parties de la Terre. Et donc le manteau solide est formé de silicates, donc d'oxyde de silicium, et le fer, et le noyau est un alliage de fer qui est avec 10% d'impureté environ dans le noyau, la partie liquide, et un fer plus pur dans la partie solide. Et donc le manteau est donc formé de silicates. Voyons en un peu plus de détails. Le constituant principal, donc à environ 50%, suivant les modèles, un peu plus, un peu moins, c'est l'olivine. Ici, c'est un cristal d'olivine, c'est très joli, c'est vert. Et donc, vous voyez d'ailleurs qu'il a une forme très particulière. Il a des symétries cristallines est une symétrie hexagonale, comme on va le voir. Et la composition de l'olivine, la composition chimique, c'est une combinaison de magnésium et de fer en certaines proportions. Donc Mg2SiO4, c'est ce qu'on appelle la phosphérite, c'est l'olivine avec de magnésium pur, et à l'autre bout, à l'autre extrémité, c'est la fayalite qui est donc avec seulement du fer. Donc toujours cet assemblage SiO4. Et donc le manteau moyen, si vous vous souvenez de la courbe de l'abondance des éléments chimiques à l'intérieur du manteau, on a beaucoup plus de magnésium que de fer. Et donc ici, on indique ça par ce qu'on appelle l'indice phosphéritique. Et en moyenne, c'est de 91 à 94, où le 91 indique que c'est 91% de magnésium dans cet assemblage ici. Les autres minéraux majeurs qu'on trouve donc dans le manteau, c'est l'orthopyroxène, le clinopyroxène et le grenat, donc avec des compositions chimiques un peu plus compliquées et qui font intervenir d'autres éléments chimiques. Ici, vous avez une image avec quelques grenats dans l'olivine. Et donc, on a des échantillons, on n'en a pas énormément, mais on en a quand même. On en a en particulier dans les rides les dorsales océaniques. Et donc, on a pu, à partir de ça, faire des modèles de composition du manteau moyen. Donc, c'est un modèle, ce n'est pas la Terre, la vraie Terre, mais c'est un bon modèle moyen qui peut servir de référence. Et celui qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la pyrolite. Donc, quand on parle de pyrolite, ce n'est pas une vraie roche, c'est une roche qu'on peut synthétiser, mais qui n'est pas forcément la vraie roche du manteau. Elle a une composition avec 57% en poids d'olivine et donc le reste de ces autres constituants. Donc c'est une roche synthétique qui a été inventée par Ringwood pour servir de modèle de composition du manteau supérieur et inférieur. Et ce modèle est en général un bon modèle pour le manteau supérieur, mais dès qu'on va en plus grande profondeur, des questions se posent. Est-ce que le manteau est vraiment uniforme, disons, dans sa composition moyenne, ou est-ce qu'il y a une stratification et une composition différente du manteau supérieur et du manteau inférieur? Donc ça, c'est aussi des questions qui se posent. Alors, ce qui est intéressant, c'est la structure cristalline de l'olivine et ce qui lui arrive à plus grande pression et quand on augmente la pression et la température. L'olivine va changer de structure cristalline sous l'effet de la pression et de la température. On peut bien imaginer que quand on augmente la pression, les atomes vont vouloir se rapprocher les uns des autres, et donc ça va se passer à des endroits dans l'espace température et pression très particuliers. Donc ça va être des changements de phase qui vont se produire à une pression et température particulières. Et donc l'olivine, il y a 3 changements de phase reconnus dans le manteau supérieur. Ça se passe entre 400 et 670 km de profondeur. Et cette zone, on l'appelle la zone de transition, parce que justement, à cause de la transition dans la forme cristalline de l'olivine. Donc à 400 km de profondeur, l'olivine
on y reviendra, la structure cristalline dans les leçons suivantes, elle se transforme en ce qu'on appelle la wasléite, qui a une forme cristalline générale qu'on appelle spinelle. Et ce qui est important, c'est que la densité augmente à ce moment-là de 4 à 5%. Et bien sûr, avec la densité, on va avoir aussi une augmentation des vitesses sismiques. Et ensuite, il y a une autre donc, transition de phase à environ 520 km de profondeur qui a été découverte plus tard, qui est un peu plus subtile, où la wasléite se transforme en ringwoodite, encore une structure encore plus compacte. La densité augmente aussi d'environ 4 à 5%. Et finalement, à environ 660 km de profondeur, l'olivine se décompose. Donc, il y a une décomposition en deux autres constituants, la pérovskite, MgSiO3, donc on passe de SiO4 à SiO3, et en oxyde, les oxydes qu'on appelle la magnésiobustite. Là, la densité augmente énormément, et c'est là qu'on place la limite entre le manteau supérieur et inférieur, au moins dans la définition classique. Donc on a ces transitions de phase à des pressions. En fait, ces profondeurs correspondent à des pressions particulières et des températures particulières. Et vous pouvez bien imaginer que si en laboratoire, on peut observer à quelle pression et à quelle température se produit la transition de phase, et qu'on sait relier la pression à la profondeur, parce qu'on sait le faire assez bien, on va pouvoir avoir la température à l'intérieur de la Terre au niveau de ces discontinuités. Donc c'est des points importants de ce point de vue-là. Donc ces transitions de phase se caractérisent par une augmentation brusque des vitesses sismiques et de la densité, ce qu'on appelle des discontinuités sismiques. Et bien sûr, on peut facilement imaginer que les propriétés de déformation de ces minéraux vont changer avec leur structure cristalline. Donc certaines de ces structures vont être plus facilement déformables que d'autres. Alors, simplement aussi pour vous rappeler que la température augmente avec la profondeur, donc encore une fois, très schématiquement, quand on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, on a d'abord des températures qui augmentent très rapidement au niveau de la croûte et de la lithosphère. Et ensuite, elles vont augmenter moins rapidement à cause de la présence de la convection. Et donc, le profil de température va être plus ou moins adiabatique. Et dans le noyau externe, la convection est plus vigoureuse, donc on a aussi une variation de température avec la profondeur assez faible, relativement adiabatique, et ensuite on va dans le noyau interne. Ce qu'on a comme contrainte, c'est à la surface, bien sûr, c'est les premières dizaines de kilomètres où le transfert de chaleur se fait par conduction, donc on sait résoudre l'équation de la conduction pour avoir le profil de température. Et ensuite, on n'a que quelques points de référence, justement les discontinuités. Ici, c'est à 400 et 660 km de profondeur. Et ensuite, le reste est la limite entre le noyau liquide et le noyau solide, parce que c'est une transition de phase aussi, du fer liquide au fer solide. Donc si on peut l'étudier en laboratoire, ça nous donne un point fixe. Le reste est une extrapolation. Donc c'est pour ça que vous voyez ici des barres d'erreur assez énormes. Mais en tout cas, les températures augmentent à l'intérieur de la Terre jusqu'à atteindre de l'ordre autour de 6000 degrés Kelvin. Alors, donc les phases du manteau, je reviens. Dans le manteau supérieur, on a donc l'olivine, etc. Dans la zone de transition, on a ces transitions de l'olivine ou de wasléite et de ringwoodite. Par contre, les pyroxènes vont se dissoudre dans le grenat. Et dans le manteau inférieur, on va voir, je vais le remontrer, les pérovskites et l'oxyde.
Et depuis 2004, on a découvert une transition de phase supplémentaire dans le manteau qui existe peut-être dans le manteau profond, peut-être autour de 200 km au-dessus de la limite noyau-manteau, qui est le changement de la pérovskite en post-pérovskite. Et d'ailleurs, la pérovskite de magnésium, maintenant, elle a un nom, parce que pérovskite, c'est une structure générale cristalline. Maintenant, on l'appelle bridgemanite depuis peu de temps, parce que les noms sont donnés lorsqu'on a vraiment un échantillon de vraies roches qui provient de la Terre. Si on en trouve, on leur donne un nom, un vrai nom. Alors, donc après, on peut faire des diagrammes de phase. Donc ça va être en fonction de la profondeur ou de la pression, de manière équivalente, quelle est la fraction atomique de ces différentes phases. Donc ici, c'est dans la pyrolite, donc ce modèle. On a donc dans le manteau supérieur l'olivine, ici, environ 55%. Elle va se transformer en wadzléaïte et ringwoodite, avec ici le grenat, le kélinopyroxène et l'opyroxène qui suivent leur propre transformation. Mais à partir d'environ 750 km de profondeur, tout le monde s'est transformé avec une très grande partie en pérovskite. La magnétoguskitite, ici, c'est donc les oxydes de fer et magnésium, et aussi une pérovskite de calcium non négligeable. Bon, les modèles, il y a des modèles différents. Un modèle du manteau supérieur qui a été proposé, qui de temps en temps revient, c'est celui de la piclogite. La différence, c'est qu'il a beaucoup moins d'olivine, seulement une fraction de 40%. Ici, c'est ce qu'on appelle le profil de température dans la Terre s'appelle géotherme. Donc ici, vous avez les températures sur la droite et la fraction atomique sur la gauche. Donc ça change un peu les proportions et les profondeurs auxquelles se font les différentes... Alors, quand on regarde le manteau entier, donc très schématiquement, donc on a ici les complications du manteau supérieur avec les transformations de l'olivine et les autres composants. Et dans le manteau inférieur, un manteau inférieur qui est sans doute plus simple en un sens, donc la bridgemanite, la pérovskite de calcium et le MgFeO, magnésiovustite ou ferropériclase, suivant ce sur quoi on se focalise, et peut-être donc tout à fait à la base du manteau, la nouvelle phase de post-pérovskite. Et on va voir, quand j'anticipe sur les cours que je ferai sur le manteau inférieur, que la post-pérovskite est capable de se déforme beaucoup plus facilement que la pérovskite, donc ça donne des perspectives intéressantes sur la déformation dans le manteau inférieur. Alors, je vous ai montré les couches principales de la Terre. Maintenant, il y a la dynamique par-dessus. Il y a tous les mouvements. Donc, les zones de subduction, ça c'est un schéma qui n'est pas forcément très réaliste, mais qui montre les zones de subduction qui pénètrent jusqu'au fond du manteau. Les panaches mantéliques qui remontent. Donc, il y a des courants qui vont faire une interaction, donc, non seulement en température, mais aussi de matière, entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, qui vont donc compliquer les choses. Mais c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir où sont les courants montants, où sont les courants descendants, pour avoir une idée de la dynamique à partir de l'imagerie sismique. Alors l'imagerie sismique, c'est comme l'imagerie médicale, le même principe. On a des sources de vibrations à la surface, qui sont les tremblements de terre. On a des capteurs en surface qui sont les stations sismiques, les sismomètres. Et on va mesurer des quantités. Ici, ça va être surtout les temps de propagation des ondes sismiques. Et donc, on va, par des méthodes d'imagerie, donc d'inversion, en résolvant le problème inverse qui va des temps de propagation aux vitesses donc, locales sismiques, on va faire construire des images de l'intérieur de la Terre. Alors je montre cette figure en particulier pour que vous vous rappeliez que la convention, c'est que les vitesses sont moins rapides. Alors, je dois avoir ça en français. Chaud et froid. Sous ce qui est rouge, c'est moins rapide et c'est ce qui se passe quand les vitesses sont plus chaudes que la moyenne.
et en froid plus rapide que la moyenne. Donc une convention de couleur assez facile à retenir. Quelles sont nos sources? Ce sont les tremblements de terre, donc, qui malheureusement ne sont pas uniformes autour du globe. C'est ça le défi, c'est qu'on n'a pas, comme en médecine, la possibilité d'avoir des sources sur tout le crâne ou sur toute la Terre. On est limité par la distribution naturelle des tremblements de terre aux limites des plaques. Et de même, les stations sismiques ne sont pas distribuées de manière uniforme, puisque la Terre est constituée, ou la surface de la Terre est constituée aux 2/3 d'océans, et il y a des îles, mais les îles, il n'y en a pas partout, et l'installation de sismomètres en fond de mer représente encore des difficultés énormes à l'heure actuelle, difficultés technologiques peut-être plus, mais surtout financières. Ça coûte un ordre de magnitude plus cher d'installer une station sismique en fond de mer que sur la terre ferme. Donc les sismomètres à l'heure actuelle sont des sismomètres très performants qui ont une large dynamique, qui nous permettent d'enregistrer des ondes sur une très large bande de fréquences. On les installe, ils sont très sensibles, donc ils permettent de détecter des déplacements ou des vitesses de l'ordre du micron ou moins. Ils sont très bien protégés des effets environnementaux. En particulier, on aime bien les installer dans des caves. Plus ils sont loin des perturbations de l'atmosphère et de l'activité humaine, mieux c'est. Donc je vais vous rappeler très vite, je les ai présentés dans des cours précédents, mais c'est utile d'avoir ces images en tête, des coupes à l'intérieur de la Terre. Alors pour vous situer, donc on va faire des coupes, et on va faire deux types de coupes, des coupes à une profondeur donnée, donc ici le long comme ceci, et des coupes verticales. Donc on va regarder ce qu'on voit à l'intérieur de la Terre à l'heure actuelle par l'intermédiaire de la tomographie sismique globale. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais simplement vous montrer les images sur lesquelles tout le monde est en accord actuellement. À ce niveau de résolution, il n'y a plus de discussion. Donc ici, à 100 km de profondeur de la Terre, c'est une coupe horizontale d'un modèle de vitesse de cisaillement. Ce qui est représenté, c'est qu'on a enlevé la moyenne. On a enlevé les vitesses sismiques augmentent, les vitesses de cisaillement commencent à 3 km par seconde jusque vers 8 km par seconde en fond du manteau. On a enlevé cette variation très rapide, et donc à la profondeur donnée, c'est simplement les écarts par rapport à la moyenne qui sont exprimés en pourcentage d'écart. Donc ici, c'est moins 5% à plus 5%. Et donc plus froid à plus chaud. Ce qui est remarquable, c'est qu'à 100 km de profondeur, on voit en fait l'expression de la tectonique des plaques. On voit le système de dorsales océaniques. Je vais mettre la carte des dorsales ici dans la topographie en dessous. On voit très bien ces dorsales ici avec la dorsale Est-Pacifique, les dorsales de l'océan Indien. On voit la dorsale au milieu de l'Atlantique, des régions plus chaudes que la moyenne. C'est bien ce à quoi on s'attend, puisque c'est là que se forme la croûte nouvelle, c'est là que le magma remonte et va se refroidir pour former la croûte nouvelle. Ensuite, on voit très bien les vieux continents. Les vieux continents, on voit aussi en vitesse plus lente que la moyenne ce qui se passe dans les arrière-arcs, ce qu'on appelle les arrière-arcs, derrière les zones de subduction. Il y a du volcanisme. Du fait que la plaque descend, elle va déplacer du magma qui va donc remonter, enfin des processus qui vont produire du volcanisme. Et donc on voit aussi ces zones plus chaudes que la moyenne dans ces régions. Et on voit les continents, les vieux continents très froids, et avec une lithosphère épaisse, marquée ici par les zones bleues en Australie, le bouclier canadien, le bouclier sibérien, etc. Et puis enfin, donc maintenant on va aller plus profond. Là on est à 600 km de profondeur, donc on est presque à la base du manteau supérieur. Donc on arrive à la zone où l'olivine qui s'est transformée en Wesleyite et Rigrodite va se décomposer en pérovskite.
et oxyde. Et on voit que l'image a changé considérablement. On n'a plus cette image de tectonique. D'ailleurs, j'ai oublié qu'on voyait aussi le refroidissement de la plaque ici, depuis la dorsale Est-Pacifique vers l'Ouest Pacifique. On voit passer des couleurs rouges aux couleurs bleues qui, en termes de température, indiquent une plaque de plus en plus froide. Comme elle vieillit, elle va s'épaissir et elle va se refroidir. Donc on voit bien, ça aussi, c'est tout à fait, reflète bien la tectonique des plaques dans sa théorie toute simple. À 600 km de profondeur, on voit surtout cette zone de vitesse plus rapide que la moyenne ici, et un peu dans ce modèle, peut-être pas très marqué, dans l'Amérique du Sud. Ce qu'on voit ici, ce sont les, je vais le remettre ici, ce sont les zones de subduction, hein, donc les plaques qui replongent, qui sont froides, qui vont donc apparaître en bleu, plus froides que la moyenne, plus rapides que la moyenne, dans différentes régions de zones de subduction. Et donc là, j'ai mis des coupes verticale, cette fois-ci, de la surface à la limite noyau-manteau, donc dans ces zones indiquées par ces barres. Et on voit ces zones plus rapides que la moyenne, assez fines, qui plongent dans le manteau. Vous remarquerez qu'elles ont des formes, mais celle-ci a l'air de s'étaler dans le manteau supérieur, de ne pas pénétrer directement dans le manteau inférieur, mais on voit des comportements différents dans différents endroits. À 1000 km de profondeur, en fait, on voit encore autre chose. Il n'y a plus que ici dans les zones des îles Fidji, Tonga, et en Amérique du Sud, dans le nord de l'Amérique du Sud, on voit encore des zones très marquées de vitesse plus rapide que la moyenne. Ce sont les zones où les plaques de subduction en fait, pénètrent dans le manteau inférieur à cette plus grande profondeur. Maintenant, on a des images beaucoup plus performantes. Celles que je vous ai montrées, les coupes sont assez anciennes. Ceci, c'est un modèle récent d'un groupe japonais, Fukao et ses collaborateurs. Et vous voyez ici au Japon la zone de subduction marquée ici, les séismes, ce sont les points blancs, donc jusqu'à 600 km. Ici, c'est 660, 400 km, les deux principales transitions de phase dans le manteau supérieur, marquées par des discontinuités sismiques. Et ici, c'est à 1000 km de profondeur. On voit que cette plaque particulière, actuellement, a l'air de se poser sur la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur à l'heure actuelle. Dans d'autres régions, on voit autre chose. Ici, c'est en Amérique centrale, où on a l'impression que la plaque pénètre plus profondément et soit se pose ici à plus grande profondeur, donc va s'étaler horizontalement. Ici, il y a une coupe où on a l'impression qu'elle descend plus profond, mais cette image est contestée parce que la résolution dans cette région n'est pas très bonne. Et moi, personnellement, je pense que c'est une illusion que la plaque plonge directement comme ça dans le manteau. C'est parce qu'on a fait une projection sur une zone particulière et qu'il y a des étalements dus à la technique appliquée dans la tomographie. Enfin, ça, c'est disons, pas important pour ceux dont je vais parler dans les prochains cours. Ce qui est remarquable, c'est quand on arrive à la base du manteau, donc ici à 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau, on voit une structure à grande échelle complètement différente, qui est très caractéristique. Maintenant, tous les modèles le voient, toutes les équipes qui font de la tomographie confirment ces structures de manière vraiment très robuste. Deux structures lentes, antipodales, hein, aux antipodes l'une de l'autre, centrées sur l'équateur, plus ou moins, et entourées d'une zone de vitesse rapide, donc plus froide, a priori dans l'interprétation en termes de température. Et ces zones froides, on les interprète volontiers comme manifestant disons, le cimetière des plaques. Quand les plaques plongent, elles vont s'accumuler à la base du manteau. Ces zones sont situées effectivement en dessous des zones principales de subduction actuelles et même les zones de subduction des dernières 100 millions d'années, au moins. Et par contre, la nature de ces zones, donc plus chaudes que la moyenne, mais peut-être aussi de constitution différente, il y a des éléments qui nous permettent de penser qu'en fait, la composition de ces structures est aussi différente de la moyenne. Leur rôle
dans la convection mantélique n'est encore pas complètement compris. Et donc, il faut associer la tomographie avec des modélisations, des simulations de convection, comme celle que je vais vous montrer ici. Bon, ça, c'est une simulation de la convection qui a été faite dans une géométrie sphérique en 2D, en 2 dimensions. Hein, donc, c'est juste une coupe, ce n'est pas vraiment la Terre. De toute façon, il y a des hypothèses qui sont donc derrière ce genre de modélisation, mais qui donc, permettent de visualiser les courants montants ici. Alors maintenant, ça, c'est plus de la sismologie, c'est la température qu'on voit ici, hein, donc température plus chaude, ici dans les courants montants, et température plus froide dans les courants descendants, dans ce modèle particulier qui dans ce modèle, est inclus une transition de phase à 670 km de profondeur qui joue un rôle pour freiner le passage des zones de subduction dans le manteau inférieur. Mais donc c'est un modèle synthétique, c'est un modèle parmi de nombreux modèles, mais c'est justement la confrontation entre ce genre de modèles donc numériques, ou d'ailleurs aussi en laboratoire, avec les images sismiques qui nous permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Dans ce genre de modèle, ce qui intervient bien sûr, c'est il va falloir donc imposer un certain modèle de viscosité de la Terre, puisque c'est ça qui va gouverner et contraindre les courants, leur évolution dans le temps à l'intérieur de la Terre. Et donc, je me dois de vous parler un peu de ce qu'on connaît sur le profil de viscosité à l'intérieur de la Terre, et ça, c'est très peu contraint. Dans le manteau terrestre, voilà, ça c'est une image que j'ai tirée d'un article de Carato, qui est un de nos présentateurs qui viendra au mois de décembre au colloque. Donc les viscosités ici, elle est en moyenne dans le manteau de la Terre, est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde. Et tout ce qu'on peut vraiment dire, c'est que la viscosité du manteau supérieur est inférieure d'1 ou 2 ordres de magnitude de la viscosité du manteau inférieur. Mais les barres d'erreur sont énormes, et donc c'est un des défis à l'heure actuelle pour, disons, rendre réaliste la modélisation de la déformation à l'intérieur de la Terre. Alors, comment peut-on avoir accès directement à la viscosité? Il y a d'abord, à l'échelle du rebond post-glaciaire, donc, qui va nous renseigner sur la viscosité, mais seulement jusqu'à une certaine profondeur à l'intérieur du manteau supérieur. L'idée, c'est que vous avez une lithosphère rigide et élastique, et en dessous, un manteau visqueux. Vous appliquez une charge, qui est la glace, au moment des glaciations. Et quand vous appliquez cette charge, la lithosphère va se déformer et elle va aussi engendrer des mouvements dans le manteau visqueux. Le manteau va avoir tendance à vouloir s'échapper loin de la charge. À la fin de l'époque glaciaire, la glace fond et donc vous enlevez la charge. Donc la lithosphère qui s'est déformée de manière élastique, elle va vouloir revenir à sa forme initiale et donc va entraîner un mouvement de la sténosphère, donc de la couche visqueuse en dessous, pour rétablir l'équilibre. Et c'est en regardant en fonction du temps comment la déformation de la surface varie en fonction du temps suivant lorsqu'on a enlevé la glace, qui va pouvoir nous renseigner sur les constantes de temps et donc sur la viscosité du manteau supérieur. Et donc il y a des exemples célèbres. Un lac a séché il y a 10 000 ans, le lac Bonneville.
300 mètres d'épaisseur de glace qui a été enlevée. Et à partir disons, du changement de hauteur du centre du lac, on a pu en déterminer qu'en moyenne, on avait une viscosité de l'ordre de 10 puissance 20 pascal seconde. Ici, donc, la baie d'Hudson, c'est un autre exemple où on voit les contours de tous les 50 mètres correspondant au changement de hauteur donc au rebond post-glaciaire. Et c'est aussi ce genre de mesures qui servent à donc estimer la viscosité. L'autre type d'observation, c'est ce qu'on appelle le géoïde, c'est les mesures de gravité. Alors le géoïde terrestre, c'est une représentation du champ de gravité de la Terre en termes de hauteur. Donc on remplace les accélérations de la gravité qui vont varier avec la position, suivant qu'on a des densités plus fortes ou plus faibles à l'intérieur de la Terre, et suivant qu'on a des courants ascendants ou descendants. Ça va aussi influer parce que ça va déformer les surfaces des discontinuités. Et donc le géoïde, c'est une façon de représenter le champ de gravité, et à l'heure actuelle, il est mesuré par les mesures à partir des satellites, du mouvement des satellites qui se meuvent dans le champ de gravité de la Terre, qui est un champ de potentiel, et donc on peut en déduire le géoïde. Et quand on combine disons, les hauteurs du géoïde au niveau global, donc il y a des régions où il y a des bombements et des dépressions dans le géodide. Et quand on combine ces informations-là par l'intermédiaire d'un modèle de viscosité avec ce qu'on connaît par la sismologie, on peut disons, essayer différents modèles de viscosité et voir qu'est-ce qui va coller. On prend un modèle sismologique, on le convertit en densité, on y associe un modèle de viscosité, on met ça dans les équations qui permettent de relier ça à la gravité, et on compare avec les observations. Donc ici, c'est le géoïde observé, ici, c'est le géoïde prédit en utilisant un modèle tomographique et ce profil de viscosité. Et vous voyez que dans les grandes échelles, on arrive à bien retrouver les variations latérales du géoïde et aussi les grandeurs ici qui vont d'environ moins 100 mètres à plus 100 mètres de hauteur par rapport à, disons, ce qu'on appelle l'ellipsoïde de référence, c'est la figure de référence de la Terre. Donc vous voyez ici, c'est un modèle un peu plus compliqué que celui de Karato, où on voit quand même la variation importante de plusieurs ordres de magnitude entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et peut-être a-t-on besoin d'une région à la base du manteau où la viscosité devient de nouveau plus faible. Donc on reparlera de toutes ces notions-là. Alors pour finir, quelques notions sur l'anisotropie, puisque c'est ça quand même le sujet principal de ce cours. Donc qu'est-ce que c'est l'anisotropie? Donc l'anisotropie a une définition générale, c'est la variation d'une propriété physique en fonction de la direction dans laquelle on la mesure. Alors quelles sont les propriétés physiques qui vont nous intéresser ici? C'est bien sûr la propagation des ondes sismiques, donc l'élasticité. Quelle est la différence dans les vitesses sismiques si elles se propagent dans telle ou telle direction? On va voir qu'on voit des différences assez importantes, et donc ces différences vont nous renseigner de manière macroscopique, donc intégrées sur l'intérieur de la Terre ou sur des régions assez grandes, vont nous renseigner sur des processus au niveau microscopique. Et les processus au niveau microscopique, ça va être les propriétés anisotropes des minéraux, des cristaux. Je vous avais montré déjà un cristal d'olivine. Les symétries des cristaux vont être importantes pour déterminer que les vitesses des ondes sismiques vont être différentes suivant les directions dans lesquelles on traverse les minéraux. On verra qu'il y a on va distinguer l'anisotropie intrinsèque et l'anisotropie apparente. Il y a d'autres quantités à l'intérieur de la Terre
qui peuvent qui peuvent manifester de l'anisotropie, par exemple la conductivité électrique ou magnétique, la conductivité thermique, et aussi la viscosité peut être anisotrope. On va surtout s'intéresser donc entre ces deux extrêmes, entre la propagation des ondes sismiques et au niveau macroscopique, et ensuite les propriétés des minéraux, des matériaux terrestres au niveau microscopique. Alors, d'où vient, on va parler des observations, donc ça j'en parlerai la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, dans 15 jours, puisqu'il n'y a pas cours la semaine prochaine. D'où vient cette anisotropie? Les processus à l'échelle microscopique, il y a la structure cristalline dont je viens de parler, qui va intervenir, mais aussi les systèmes de glissement à l'intérieur des minéraux, qui vont donner les textures. Comment ensuite il va falloir se poser la question comment les cristaux s'alignent dans un écoulement. Donc les cristaux vont s'aligner suivant leurs propriétés et les contraintes appliquées, ça va se passer de manière différente. Et donc les cristaux vont s'aligner. Quelle forme va prendre l'anisotropie résultante? Et comment on va pouvoir, à partir de l'anisotropie sismique, revenir et avoir des informations sur la nature et la forme de l'écoulement. Alors ici, un peu d'histoire, parce que l'anisotropie sismique, en fait, les premières observations datent des années 60, donc à peu près à l'époque où a été acceptée la tectonique des plaques. Ceci, c'est une figure célèbre qui montre la variation des vitesses de propagation des ondes, spécifiquement les ondes PN. Ce sont des ondes qui se propagent à la base de la croûte. C'est en milieu océanique, ici pas loin de Hawaï. Et ici, on voit la variation de ces vitesses sismiques en kilomètres par seconde. C'est des kilomètres ou c'est des mètres par seconde? En fonction de l'azimut. L'azimut, c'est la direction horizontale. En général, on mesure l'azimut à partir du nord, donc l'angle que fait la direction dans laquelle on propage les ondes par rapport au nord. Et on voit ici une variation très nette, qui va correspondre à quelques pourcents de variation relative, avec des directions maximales, ici autour de 90 degrés d'azimut, donc par rapport au nord, et donc à l'opposé, 270, et des vitesses minimales à 0 et 180 degrés d'azimut. Et donc, a priori, quand ça avait été observé au départ, dans certains articles-là en particulier, les auteurs avaient pensé que c'était dû à des hétérogénéités dans la Terre, des variations dans les vitesses d'un côté et de l'autre de cette ligne de faille qu'ils regardaient. Mais en fait, Hess, en 1964, a eu l'intuition de faire la relation avec les tectoniques des plaques, et donc il a suggéré qu'en fait c'était la manifestation de propriétés anisotropes de la propagation due à des directions particulières d'écoulement. Et donc voilà, ça c'est un schéma. Par exemple, vous avez un écoulement donc ici dans une ride, dans une dorsale, vous avez le magma qui monte et qui va se diriger donc loin de la ride, dans des directions particulières, d'un côté et de l'autre de la ride, de la dorsale. Et donc, suivant que vous observez les ondes dans cette direction-là ou dans la direction perpendiculaire, donc la direction perpendiculaire au tableau, vous allez pouvoir observer des variations dans les vitesses sismiques. Donc, il avait eu cette intuition qui donc a donné naissance, qui a intéressé beaucoup. Enfin, on connaissait déjà les propriétés anisotropes des minéraux, mais ici, on faisait la relation entre les comportements des minéraux et l'observation macroscopique par la sismologie. Alors, bien sûr, l'analogie, c'est cette figure-là qui est très parlante. On voit ici, donc c'est très simplifié, je montrerai qu'il n'y a pas que ça qui peut causer de l'anisotropie, mais vous voyez ici des troncs d'arbres qu'on met dans l'eau pour les transporter, et ils vont peu à peu s'aligner le long de l'écoulement dans la rivière.
Et donc, on peut penser que les cristaux d'olivine vont pouvoir s'aligner, disons au premier ordre, on va pouvoir penser de manière très simplifiée, vont pouvoir s'aligner dans l'écoulement au cours des temps géologiques dans le manteau. Et effectivement, vous pouvez comparer cette figure-là à une figure ici maintenant, c'est une carte, je pense, de l'ordre de 100 km de profondeur. Ce qui est représenté ici, donc vous avez le contour des continents pour référence, les dorsales océaniques, mais cette barre ici montre la direction de la vitesse rapide à un endroit donné, donc à un endroit donné du globe ici. Cette barre ici indique que la vitesse est la plus rapide dans cette direction, dans cet azimut-là, dans cette direction-là, par rapport aux autres directions de propagation des ondes. Et la taille, dans cette représentation-là, la taille de ces petits segments va être proportionnelle à l'amplitude de cette anisotropie, à l'amplitude de l'effet. Donc, quel est le pourcentage de variation de vitesse dont on a besoin pour expliquer l'anisotropie. Donc, vous voyez ici, dans cette carte, des anisotropies très fortes dans les océans jeunes, par exemple, plus fortes ici que dans d'autres régions de la Terre. Ça, c'est une des premières cartes de tomographie anisotrope. Ce que je vous ai montré avant, c'était des cartes de tomographie isotrope. Donc, on faisait l'hypothèse que les vitesses étaient les mêmes, quelle que soit la propagation des ondes, quand on calculait des temps de propagation. En fait, il y a plus d'informations dans nos données sismiques. On peut en déduire aussi des variations avec la direction de propagation des ondes. Et donc, voilà, c'est un exemple. On reverra ça en plus de détails plus tard. Ici, c'est encore donc une carte un peu plus jolie, plus récente, où on voit la même chose. Là, c'est sur l'océan Atlantique, on voit la dorsale médio-atlantique. En fond de carte, on a la carte de tomographie isotrope, la partie isotrope, et les barres représentent donc la partie, ce qu'on appelle l'anisotropie azimutale, donc les variations en fonction de la direction à l'endroit donné des vitesses sismiques. Donc la question, c'est bien sûr comment passer de ce genre de carte, avec différentes profondeurs, à un modèle d'écoulement dans le manteau. Alors, quelle est la cause de l'anisotropie sismique observée? On va s'intéresser à l'échelle du cristal, d'abord, ensuite à l'échelle de la roche, parce que la roche est formée de cristaux, mais ils ne sont pas tous uniformes. Ils ne sont pas tous formés de la même, on n'a pas tous la même nature, donc quand on va les rassembler dans la roche, ça va aussi donner des propriétés qui vont être pas forcément les mêmes qu'au niveau d'un seul cristal. Et ensuite, il va falloir passer à des échelles beaucoup plus grandes, à l'échelle des observations géophysiques, qui vont de dizaines à des centaines de kilomètres. On va moyenner sur des dizaines à des centaines de kilomètres. Donc, il me reste juste quelques minutes. Je vous montre un peu rapidement, on y reviendra. Je reviens au cristal d'olivine, qui est un cristal, donc, la propriété de symétrie. Enfin, on va regarder les symétries du cristal, ça va être important. Ici, les symétries, c'est des symétries hexagonales. Il y a 3 plans de symétrie. Et donc, on va définir des axes de symétrie. Ici, ça montre les variations d'un paramètre élastique qu'on appelle le module de Young en fonction d'une représentation 3D en fonction des axes de symétrie du cristal. Vous voyez qu'il y a des variations. Pourquoi le cristal est-il anisotrope? C'est parce que l'organisation des atomes, il y a des atomes de magnésium, il y a les atomes de fer, il y a le radical SiO4 qui vont s'organiser suivant des structures particulières. Et ces structures vont souvent former des plans avec des directions dans lesquelles les liaisons chimiques vont être plus fortes que d'autres. Et donc, il va y avoir des directions préférentielles de déformation et qui vont avoir aussi des directions préférentielles des directions où les vitesses vont être différentes. Donc ici, sur ce cristal schématisé de l'olivine, vous voyez
les mesures donc, au niveau du cristal des différentes vitesses. Et on va voir que dans un cristal anisotrope, on a 3 vitesses, une vitesse des ondes P et 2 vitesses pour les ondes de cisaillement, parce que les ondes de cisaillement sont affectées par une propriété, ce qu'on appelle la biréfringence, et donc un cristal comme ça est défini par 3 vitesses. Et vous voyez ici, par exemple, on regarde donc, dans l'axe C, ici, donc l'axe vertical dans cette figure, on voit des vitesses de 8,43 km par seconde pour les ondes P, alors que sur l'axe B, elle n'est que de 7,72 km par seconde. Et vous voyez que pour les ondes S, c'est en plus gros ici, vous avez aussi des variations, non seulement donc entre l'axe C et les axes horizontaux, mais aussi suivant la polarisation de ces ondes de cisaillement. Donc, organisation périodique des atomes avec des liaisons différentes dans des directions différentes. Et ce sont les symétries de la structure cristalline qui définissent l'anisotropie. Et donc, je vais terminer par ce schéma qui montre des exemples de symétrie cristalline. Donc, il y en a un certain nombre. Et suivant les symétries, on va avoir un certain nombre de paramètres élastiques indépendants. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est... alors, j'ai dit que l'olivine était hexagonale, c'est une erreur. En fait, l'olivine a une structure orthorhombique, mais souvent on la simplifie comme si c'était une structure hexagonale parce que ça nous donne moins de paramètres à déterminer. On passe de 9 pour la structure orthorhombique à 5, la structure hexagonale. En moyenne, ça n'est pas très au niveau de ce qu'on peut résoudre par les méthodes sismiques. Ça n'est pas forcément très important, mais il y a des études qui montrent que quand même, il faudrait faire attention à cette différence. Donc, la structure qui est étudiée le plus fréquemment, c'est la structure hexagonale, donc avec un axe de symétrie et donc une symétrie en fonction de tous les autres axes horizontaux sont les mêmes. Et dans ce cas-là, on va voir qu'il y a 5 éléments du tenseur élastique qui sont indépendants. Mais en fait, il y en a vraiment 9 dans le cas de l'olivine où il y a 3 plans de symétrie. Donc c'est le cas orthorhombique. Celui qui, ici, cubique, est plus sympathique puisqu'il n'y en a plus que 3. C'est le genre de symétrie qu'on étudie quand on étudie l'anisotropie dans la graine de fer. Mais donc après, ça se complique, si on veut, etc. Donc, oui, et donc tous les minéraux ne sont pas forcément anisotropes. Hein, certains cristaux cubiques, comme le grenat, c'est important puisque le grenat est un composant important du manteau supérieur, et les spinels, hein, donc les structures qu'on va voir dans la zone de transition, sont presque isotropes. Hein, donc, quand on va s'enfoncer dans le manteau terrestre, on va passer de régions où l'anisotropie intrinsèque de l'olivine va être importante, et quand on va s'enfoncer à plus grande profondeur, ce genre de processus va jouer un rôle moins important. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. On continuera donc dans 15 jours. Je vous remercie.